Alors, contrairement à la thérapie cognitivo-comportementale où on demande aux gens de faire des devoirs, c'est eux les thérapeutes qui font les devoirs. Et par exemple, on va aller lire une théorie qu'on ne connaît pas, comme celle de Julian James, ou on va lire, par exemple, la création littéraire des personnes pour se mettre dans leur monde et comprendre leur monde. Donc, une fois que cette compréhension-là est faite et qu'une relation de confiance est établie, là, et qu'on comprend les liens entre les voix et les théories explicatives de la personne, là, on va pouvoir commencer ce qu'eux appellent une remise en question socratique du pouvoir des voix et de leur véracité, sans collusion ni confrontation. Donc, on arrive avec un aspect très important qui est l'acceptation de l'expérience. Donc, pour reprendre les mots de Boris Cyrulnik, après avoir connu une période faste de misérabilisme psychologique, où rien de bon ne semblait transpirer de l'expérience de toute forme de symptomatologie, on assiste aujourd'hui à un retour du balancier où plusieurs théories et approches convergent vers ce rôle central de l'acceptation de l'expérience pour s'en distancier, mais surtout pour s'engager dans une voie porteuse de sens. Par contre, malheureusement, de nos jours, les interventions que l'on offre, c'est beaucoup axé sur la tentative de suppression, comme je l'ai mentionné au départ. Donc, là, je vais vous parler de la théorie jungienne, parce que pour moi, la théorie jungienne de l'anima et de l'animus a l'avantage de faire comprendre l'expérience des voix d'un point de vue expérientiel, puisque lui en entendait, et aussi d'un point de vue scientifique. Donc, Jung, dans sa théorie de l'anima, de l'âme, nous enseigne à ne pas prendre les contenus des voix, contenus inconscients, au pied de la lettre, car c'est toujours le conscient qui reste décisif, j'ai ouvert des guillemets, le conscient qui doit comprendre les manifestations de l'inconscient, les apprécier et prendre position à leur endroit. Alors, selon le psychiatre états-unien Aaron T. Beck, qui est spécialiste dans le domaine de l'anxiété et de la schizophrénie, le fait que les caractéristiques physiques des voix sont très similaires que les personnes aient une histoire psychiatrique ou non, pour lui, ça suggère que les voix reposent sur un continuum d'une expérience normale. Les caractéristiques principales qui les différencient est le fait que les achats psychotiques, qui sont plus négatives, sont attribués de façon plus catégorique à des sources extérieures, omnipotentes, et leur contenu est interprété au pied de la lettre, même s'il y a évidence du contraire, alors que les personnes qui n'ont pas de diagnostic ne le prennent pas ça au pied de la lettre. Ils peuvent discuter avec le contenu des voix. Donc, alors qu'il exprimait sur papier des doutes quant au caractère scientifique de son travail, Jung entendit une voix féminine qu'il reconnut comme étant une de ses patientes psychopathes très douées, qui éprouvait un fort transfert à son égard, lui dire « c'est de l'art ». À ce moment, son interprétation était que cette voix était devenue un personnage vivant à l'intérieur de lui-même. S'en est suivi un dialogue avec cette voix qui persistait à lui dire « c'est de l'art ». Interprétation qu'il refusait d'accepter. Mais Jung interpréta que la femme en lui ne disposait pas d'un centre de la parole et fit un marché avec elle, en lui proposant de se servir de son langage pour dialoguer avec lui, son conscient. La voix accepta cette offre et exposa aussitôt son point de vue en un long discours. L'interprétation qui suivit ce dialogue l'a conduit à sa théorisation de l'anima, qui est la figuration féminine d'une personnification typique ou archétypique de la femme chez l'homme, et de l'animus, qui est la figure correspondante dans l'inconscient des femmes. Donc, d'un point de vue jungien, la façon la plus facile de différencier entre le conscient et les contenus inconscients est d'isoler ces contenus-là en les personnifiant, puis d'établir, en partant de la conscience, un contact avec ces personnages. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut leur soustraire leur puissance, qu'autrement ils exercent sur le conscient. Alors, comme dans la théorisation de nos collègues britanniques Chadwick et ses collaborateurs relative à la malveillance et la bienveillance des voix, Jung voit un côté positif et un côté négatif dans l'anima et l'animus. Donc, le côté négatif soulève à son égard appréhension, timidité, déférence, comme à l'adresse d'une présence invisible. Mais le côté positif transmet au conscient des images de l'inconscient, et c'est cela le plus important selon Jung. Le mode de relation qu'il engage avec sa voix sous forme de lettres amène des réponses assez extraordinaires,
lui donnant l'impression d'être tel un patient en analyse auprès d'un esprit féminin. Il fait ressortir comment suivre les conseils des voix peut faire dévier d'une responsabilité morale de vivre dans le réel. Il écrit « Si j'avais suivi la voie de l'anima, j'aurais probablement fini par me dire un beau jour, est-ce que tu t'imagines vraiment que les élucubrations auxquelles tu t'abandonnes sont réellement de l'art? Il n'y a pas un mot de vrai dans tout cela. » Alors il avait compris que son imagination fertile nécessitait un terrain solide et qu'il devait tout d'abord revenir entièrement dans la réalité humaine. Cette réalité pour lui était la compréhension scientifique. Alors au moment où Aniela Jaffe a recueilli ces propos-là de Jung dans son livre sur ses mémoires, il n'avait plus recours à ces conversations avec l'anima car il ne ressentait plus les émotions qui les avaient rendues nécessaires. Alors, ce genre de phrase de dévalorisation dans les recherches que j'ai faites, je l'ai entendu souvent de fois, de différentes manières. Les personnes disent qu'ils ont l'impression que ce que les voix leur disent, c'est faux. Je n'y crois pas, malgré qu'ils soient énormément influencés par elles, ou encore qu'il faut s'y soumettre. Mais cette attitude de défiance ou de déférence alimente la boucle de la subordination et de l'évitement, comme l'ont démontré aussi l'équipe de Trauer et ses collègues, dans la théorisation du rang social. Alors, ce qui les rend plus vulnérables et sans contrôle devant cette expérience d'aliénation de la conscience de soi. Donc, ce qui m'arrive à parler je vais conclure sur cet aspect-là, de la multimodalité. Donc, est-ce que je vis dans un lieu unique ou dans plusieurs lieux? Moi, j'ai tendance à penser dans plusieurs lieux. C'est sûr que pour moi, la communauté, il y a plusieurs endroits où on peut recevoir de l'appui. Donc, d'entrée de jeu, je pourrais dire qu'offrir une approche modale, par exemple, comme la thérapie dialectique de Marshall-Linehan, auprès des personnes qui ont un trouble de personnalité limite, qui est suggéré auprès de ces personnes-là lorsqu'il y a chevauchement des deux troubles. À ce moment-là, ça peut avoir lieu dans un lieu unique, mais ça se passe dans des cliniques spécialisées qui sont fort coûteuses, donc je pense qu'il y a possibilité de faire une approche multimodale dans plusieurs lieux. Premièrement, je crois qu'il faut changer d'attitude, ce qui ne coûte rien, aucun effort financier, d'avoir une attitude d'humilité envers ces personnes-là et de grand respect. Et une façon d'y parvenir, c'est de reconnaître leur savoir d'expérience et de partir de leur modèle explicatif auquel elles adhèrent et qui font sens pour elles, tel que le suggèrent les psychiatres britanniques. Et une fois la relation de confiance, on peut débuter à ce moment-là une remise en question. Donc, est-ce que j'ai beaucoup de temps, comme il me reste de temps? Ça va. Donc, la thérapie du rang social de l'équipe britannique nous dit aussi de faire attention à ce que ces personnes ne se perçoivent pas inférieures parce qu'elles vont adopter une position de subordonnée par rapport aux thérapeutes et par rapport à leur foi. Donc, les liens entre la croyance en la toute-puissance des voix, des comportements d'évitement, et la symptomatologie anxio-dépressive qui devient des fois plus importante que les troubles psychotiques, ont vraiment été démontrés par ces auteurs. Donc, comme dans la situation où une personne a recours à des rituels pour neutraliser des pensées obsessionnelles, le recours à des comportements d'évitement ou de sécurité est associé de manière fonctionnelle à l'anxiété, les deux conduisant à une croyance de menace à l'intégrité de la personne. Alors, ces stratégies d'évitement non seulement n'aident pas la personne, mais contribuent à maintenir et à exacerber le problème en empêchant l'affirmation du pouvoir des voix et des croyances d'autodépréciation reliées à ces voix omnipotentes et malveillantes. Comme le suggèrent Kingdom et Torkington, un travail sur le trauma est essentiel. Dans ce contexte, la thérapie narrative et la verbalisation des émotions liées aux voix tendues est prometteuse. D'ailleurs, en psychiatrie, je viens de recevoir un courriel de Ron Coleman, de son équipe, qui est le premier congrès international sur la question de la psychiatrie narrative. Donc, on voit que cet aspect-là commence aussi à rentrer dans le champ de la psychiatrie. Donc,
comme le souligne un de vos collègues belges, Pierre Philippot, la verbalisation des émotions permet de construire un narratif, d'écrire les histoires de manière structurée et chronologique. Ceci est particulièrement important dans le cas d'émotions traumatiques, parce qu'elles sont stockées en mémoire sous forme très fragmentée, comprenant principalement l'enregistrement d'impressions sensorielles brutes, comme on connaît pour les personnes, par exemple, qui reviennent d'une mission de guerre, qui ont un trauma. Mais comme le mentionne aussi John Allen, exprimer ses émotions par rapport au trauma, ce n'est pas suffisant pour guérir. Les personnes traumatisées, comme le suggère d'ailleurs Ron Coleman, qui est un des initiateurs du mouvement international d'entendeurs de voix, on doit changer l'expérience de ce trauma lorsqu'il revient à la conscience. Donc, il y a 3 composantes essentielles pour une thérapie efficace. Donc, un engagement émotionnel avec le trauma, une modification des croyances centrales sur soi et le monde, et enfin, pour avoir une organisation cohérente de la narration du trauma et de modifier ses croyances par la suite. Donc, il faut que la personne puisse raconter son histoire avec une personne digne de confiance. Et les théoriciens de cette approche-là sont, je reprends les mots de Boris Cyrulnik, des attachmentistes, c'est-à-dire que c'est des personnes de psychodynamiciens qui sont rompus à la théorie de John Bowlby de l'attachement sécure ou insécure, etc. Donc, ils recréent une histoire, ils refont une histoire avec un thérapeute avec qui ils ont un très grand lien de confiance pour recréer un lien d'attachement. Donc, à l'instar de Coleman et Smith, Allen suggère la narration écrite du trauma ou de ces voix qui représentent un événement déclencheur dans le modèle cognitif de nos collègues britanniques, comme méthode thérapeutique. Alors, les histoires contribuent à structurer le sens de l'expérience. Les histoires toxiques sont réécrites dans un contexte où la personne, où le lien entre la personne narratrice et celle qui écoute cette narration est inséparable. C'est-à-dire que le contenu de l'histoire est moins crucial que la capacité de créer, de raffiner et de narrer l'histoire dans une relation d'attachement sécure.